Le rendez-vous, vous le connaissez par cœur et comme tous les matins, l'invité du 7h de Victor Zamitre. Bonjour Victor. Rebonjour Kylian, bonjour à tous. Ce matin, vous allez nous parler d'un sujet très important avec votre invité. Vous nous parlez d'AVC. Et ouais, c'est l'un des grands enjeux de santé publique de notre époque et la première cause de mortalité en Guyane. On parle ce matin de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, autrement dit quand le cerveau ne reçoit plus correctement le sang dont il a besoin. Et en Guyane, le taux de mortalité par AVC des moins de 65 ans est 3 fois plus important que dans l'Hexagone. Or, et c'est un chiffre à retenir, dans près de 80% des cas, ces AVC auraient pu être évités, car bien souvent en lien avec des facteurs liés aux conditions de vie, tabagisme, obésité abdominale, alimentation trop riche et manque d'activité physique. De nombreux progrès ont été réalisés en ce qui concerne le diagnostic et le pronostic, mais comment prévenir donc ces AVC? Quels sont les symptômes? Pour en parler, le professeur Pierre-Jean Touboul est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Pierre-Jean Touboul, vous êtes neurologue, professeur de neurologie vasculaire et vous êtes en Guyane donc à l'invitation du SPSTG, le service de prévention et de santé au travail en Guyane. Pour commencer, j'aimerais déjà avoir votre avis sur les raisons qui font qu'il n'y a pas assez de communication sur l'AVC. Pourtant, c'est une maladie qui a un coût assez considérable, humain, psychosocial et aussi économique. Il y a la Cour des comptes qui a publié un long rapport sur le sujet le mois dernier sur la prévention et la prise en charge des AVC. Et alors, il y a beaucoup de choses dans ce rapport, mais un des points qui revient, c'est le besoin de définir une stratégie nationale de communication sur la connaissance de l'AVC par la population. D'après ce que vous constatez, vous, Pierre-Jean Touboul, à quel point il y a un besoin, il y a un énorme besoin de faire de la pédagogie sur les AVC et finalement que ça reste encore une maladie plutôt mal connue du grand public. Absolument. Je pense que la communication sur les AVC est relativement récente. Elle s'améliore progressivement, mais elle n'est pas suffisante actuellement. Oui. Et en particulier, faire comprendre aux individus, aux personnes qui peuvent être concernées, et de leur communiquer tous les petits signes qui peuvent les alerter par rapport à un AVC, mais surtout ne plus faire que soigner la maladie, mais essayer d'anticiper le risque d'AVC et de le connaître plus tôt dans la vie. C'est ce sur quoi on doit s'orienter si on veut prévenir des AVC, qu'ils soient d'origine hémorragique, on pourra rentrer dans le détail tout à l'heure, ou ischémique. Les facteurs de risque sont à identifier chez chaque individu. Ils ne sont pas connus pour la majorité d'entre eux. C'est plutôt récent le fait qu'on veuille parler autant justement des AVC au grand public pour essayer de prévenir les risques. Déjà, il y a eu de grandes améliorations, puisque moi, quand je faisais mes études de médecine et quand j'étais même à la Salpêtrière dans la neurologie, des accidents vasculaires cérébraux étaient encore hospitalisés dans des salles communes, dans des services de médecine où il n'y avait pas du tout assez d'infrastructures de neurologie vasculaire pour les recevoir. Donc ça a été un énorme progrès. Et il a fallu pratiquement une bonne vingtaine d'années pour que ce soit connu et que ça existe, ça. Donc, un des facteurs qui a été majeur aussi, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Plus les gens vivent âgés, plus le risque d'AVC est important, parce que c'est un événement qui se produit dans la majorité des cas, heureusement, après 60 ans. Sur le besoin de pédagogie, rien que sur le mot, en fait, j'ai l'impression, moi le premier, que on confond beaucoup les choses entre AVC, infarctus, attaque cérébrale. Évidemment, on va pas demander au grand public de devenir, que chacun devienne expert des AVC, mais il y a quand même un besoin que le plus de personnes possible aient suffisamment de base quand même sur la maladie. D'informations, absolument. D'informations élémentaires. Oui, absolument. Bon, déjà, une chose importante, c'est que le diagnostic est fait dans la très grande majorité des cas aujourd'hui. Oui. Avant même, certains symptômes n'étaient pas reconnus comme potentiellement à risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral définitif. D'accord. Et donc, il faut tout de suite distinguer les transitoires, des AVC transitoires, des AVC constitués ou définitifs. Ce sont deux stades. Et le premier pouvant précéder et avertir du risque de survenue du deuxième. Oui. Donc ça, il y a de l'information à faire là-dessus pour ne pas les confondre avec d'autres pathologies possibles. Voilà. Je rappelle quand même les chiffres que j'avais commencé à donner en introduction. On parle quand même d'une maladie qui concerne énormément de monde, entre 120 et 150 000 personnes, ça dépend des sources,
par an sont victimes chaque année d'un AVC partout en France, 30 000 morts tous les ans, et c'est aussi la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Est-ce que vous trouvez que la réponse collective en fait qu'on apporte à cette maladie, Pierre-Jean Touboul, notamment de la part des pouvoirs publics, est à la hauteur des enjeux en quelque sorte? Non, 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 il est clair qu'elle n'est pas suffisante actuellement, et je pense que tous les AVC, quand on dit 125 à 130 000 par an, Oui. ne sont pas hospitalisés. Donc c'est un nombre supérieur sûrement d'AVC auquel on a affaire au plan épidémiologique, Ouais. et ce qu'on appelle l'incidence est plus élevée, l'incidence réelle est plus élevée que l'incidence visible. La priorité sur la connaissance des symptômes de l'AVC. À quel moment, Pierre-Jean Touboul, à partir de quel signe il faut commencer à s'inquiéter quand même? Alors, quand on commence à s'inquiéter, ou quand on a des raisons de commencer à s'inquiéter, c'est qu'il est déjà trop tard. D'accord. Donc Oui, c'est important de le dire. voilà, Le temps joue énormément dans cette affaire-là. exactement. Et donc le grand défaut et l'information, moi je pense majeure qu'on devrait communiquer à la population, c'est qu'il n'existe pas que la prévention primaire et secondaire, sur Mhm. laquelle on a raisonné depuis des dizaines d'années. Il existe une autre prévention qui est en amont de celle-là, qui s'appelle la prévention primordiale. D'accord. Alors, c'est quoi la différence entre les trois? Prévention primaire, secondaire et primordiale. Alors, prévention primordiale, c'est quand il n'y a aucun signe de connu et que tout le monde va bien, D'accord. ou croit aller bien. Ouais. Oui, on croit aller bien. Croit aller bien. La prévention primaire, c'est quand il y a déjà une hypertension, ou du cholestérol élevé, ou un diabète, ou beaucoup de stress, ou des conditions de vie, et avec un surpoids, ou d'autres facteurs de pollution même, qui sont déjà à traiter, Mhm. qui sont connus et qui sont à traiter. Là, on est en primaire. Et la prévention secondaire, celle qui devrait être la préhistoire de la médecine, c'est éviter le deuxième accident alors qu'on en a eu déjà un premier. D'accord. Donc primordial, en fait, ça sous-entend qu'il faut s'occuper de ce sujet-là, même si on a l'impression que tout va bien. Mais absolument. C'est comme finalement un examen pour un cancer du côlon alors qu'on n'a aucun signe, mais on veut savoir s'il n'y a pas déjà des petites cellules qui vont pas bien. Pour revenir aux symptômes qui apparaissent, parce qu'il y a aussi quand même cette notion-là d'avoir Oui. en tête au final Absolument. les détails à regarder de près. Qu'est-ce qu'il faut regarder, Pierre-Jean Touboul? Absolument. Et là, il faut informer les patients de, du risque, effectivement, d'aller voir leur médecin Oui. au cas où ils ont des fourmillements ou un engourdissement d'un bras qui est durable. Hein. C'est pas quelque chose qui dure. De, ça peut être assez court quand même. Hein. Ça peut être quelques minutes. Oui, oui. Hein. Mais je veux dire, c'est pas quelques secondes. Ou un trouble visuel d'un côté d'un œil ou d'un autre œil. D'accord. Ou un engourdissement, une faiblesse d'un bras, à droite ou à gauche, ou enfin un trouble du langage, ce qu'on appelle une aphasie, c'est-à-dire une impossibilité de s'exprimer normalement, voire même de prononcer des mots à l'envers. Et je lisais que même si tous ces symptômes que vous venez de lister disparaissent au bout de quelques minutes, il Absolument. faut quand même s'en inquiéter. Ah. C'est pas parce que c'est parti que le problème a disparu Absolument, pour il ne faut autant. pas l'annuler, hein, il ne Ouais. faut pas rentrer dans le déni et dire c'est rien. Hein. Je vous lance là-dessus parce qu'apparemment, un tiers des personnes qui ont un infarctus cérébral avaient en amont eu ce qu'on appelle, et vous avez commencé à en parler, des signes transitoires. C'est quoi ça exactement? C'est une sorte de mini AVC qui annonce en fait le véritable AVC qui va arriver juste après? Exactement, c'est une obstruction d'une artère qui est transitoire elle-même, et par l'intermédiaire d'un caillot obstrue une toute petite partie et se redissout D'accord. rapidement par chance, pour risquer ensuite malheureusement de se reproduire avec un plus gros caillou qui ne va pas se dissoudre et qui provoquera lui l'accident vasculaire constitué. Alors, pour qu'il y ait une prise en charge rapide, il faut que tout l'écosystème, on va dire, sache comment réagir. J'ai lu qu'une minute de perdu dans la prise en charge immédiate d'une victime, ça se traduisait par la perte de 2 millions de neurones. Ce qui compte le plus dans cette affaire-là, c'est vraiment la vitesse et la rapidité, Pierre-Jean Touboul. Ah, Ouais. complètement, parce que au bout de quelques heures, ce n'est plus réversible. D'accord. Donc il y a un temps de réversibilité qu'il ne faut pas louper, c'est-à-dire qu'il faut aller rapidement. Il y a des structures, hein, SOS AIT, Oui. des structures d'urgence, urgence AVC, qui maintenant prennent en charge ça, mais bien sûr pas partout, et avec un temps d'attente parfois qui est plus long que celui de la réversibilité. Donc, plus c'est rapide, moins il y a de séquelles. Absolument. Les séquelles, c'est quoi? Les séquelles, c'est de garder les signes de départ, c'est-à-dire si vous avez une faiblesse d'un bras, qu'elle persiste, si vous avez un trouble du langage, Oui. qui persiste et que vous ne retrouviez jamais le langage que vous aviez avant.
Alors, on en arrive à la raison de votre présence en Guyane, Pierre-Jean Touboul. Je le disais je le disais tout à l'heure, pardon, vous avez été invité donc par le service de prévention et de santé au travail en Guyane. C'est pour dire quoi? À qui? Et pour informer sur quel genre de sujet, de points? Absolument. Bah, c'est pour dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un biomarqueur, c'est-à-dire un élément anatomique au niveau de notre cou, concernant l'artère carotide, qui alimente le cerveau, que l'on peut observer en échographie et qui nous permet de mesurer l'épaisseur de la paroi de l'artère à ce niveau-là. Et D'accord. mesurer l'épaisseur de la paroi de l'artère pour tous les accidents qui sont liés à l'athérosclérose, c'est-à-dire à la maladie qui bouche les artères, eh bien, cette épaisseur-là, il faut en connaître les valeurs normales dans la population générale et dire, ah, si elle est trop élevée, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, on va aller la chercher tout de suite, pas dans 10 ans, parce que là, c'est silencieux, vous plaignez de rien. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, D'accord. mais vous allez savoir pourquoi vous êtes là si vous avez une paroi anormale. Et on va trouver chez vous, quand on va faire cet inventaire, presque obligatoirement, dans plus de 3 quarts des cas, soit une hypertension artérielle qui est en train d'abîmer vos artères à votre insu, soit un cholestérol trop élevé qui se Oui. dépose sur vos artères, soit un diabète. Et donc ces facteurs-là, il faut absolument les détecter leur présence, et ça c'est assez facile. Et il faut savoir que c'est dans 50% de la population, 50% des hypertendus ne le savent pas, ne sont D'accord. pas diagnostiqués. Ah oui. C'est comment dire, c'est ce dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est ça la prévention primordiale? C'est la prévention primordiale, absolument. Je vous C'est la rapproche un pre- tout petit peu le micro, voilà, pour que tout le monde puisse vous écouter. Ouais, prévention primordiale. c'est ce qu'on appelle la prévention primordiale. Le nom est bien trouvé, parce Ouais. qu'elle est vraiment primordiale. La prévention primordiale est Elle est primordiale. primordiale, oui, ça on l'avait compris. Voilà, Et donc, ce dont vous nous parlez là depuis quelques minutes, c'est un outil en fait que vous avez développé vous-même, c'est bien ça? exactement. On a Pour créé un- évaluer le risque en fait d'un patient de présenter un accident vasculaire cérébral ou cardiaque. Alors, ce qu'on a fait est beaucoup plus factuel. On a dit, on va regarder chez 6000 personnes, on a fait cette étude en France, chez 6000 personnes, quelle est l'épaisseur de cette paroi. Et on va regarder les facteurs de risque qu'ont les personnes qui font les examens. Oui. Et on va regarder, d'une part, quelles sont les valeurs normales en métropole, Oui. puisqu'on l'a fait en métropole. Et ça, on veut le faire en Guyane maintenant. Et comment est-ce que pas comment ça fonctionne, mais quels sont les résultats, les premiers résultats que vous avez pu récolter justement sur le taux de réussite entre guillemets de cet outil-là? Ah ben, on a fait déjà des études en métropole Oui, dans des sociétés, sur des salariés, qui nous ont montré qu'effectivement, dans 30% des cas, on observait des anomalies. d'accord. Sur- 30% des cas. dans 30%, en Hmm. regardant une population qui va de 30 à 55 ans à peu près. Hmm. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment le faire tôt, une fois. Et l'avantage, c'est que quand on le fait, il n'y a pas à le refaire. S'il est normal, il n'y a pas à le refaire avant 4-5 ans. D'accord. Et c'est donc très peu coûteux. Et s'il est anormal, on va tout de suite identifier le risque dont la personne est porteuse et qu'elle ne connaît pas. Pour l'instant, on peut en bénéficier sur le territoire ou pas encore, ou que de Bah, manière occasionnelle? c'est un petit peu occasionnel, c'est pas du tout assez répandu. D'accord. Hein. L'acte de mesure de l'épaisseur de paroi de la carotide existe à la nomenclature des actes médicaux. D'accord. Hein. Pour l'instant, il n'est pas tarifé, ce qui fait aussi peut-être, ce qui entraîne peut-être aussi une réticence d'un certain nombre de médecins à le pratiquer. D'accord. Hein, il faudrait déjà au moins valoriser cet acte pour qu'il puisse exister et être utilisé. Donc, avoir une population bien informée, faire suffisamment de prévention, on a commencé à en dire quelques mots. Et puis après, il y a la réactivité du système de soins. Et là, pour le coup, il y a de fortes inégalités territoriales, hein. Je reprends ce rapport de la Cour des comptes qui a relevé des inégalités de prise en charge des patients selon les territoires. C'est un sujet qu'on connaît bien ici, malheureusement, en Guyane. Je cite une de vos consoeurs, Charlotte Cordonnier, c'est la présidente de la Société française neurovasculaire. On a fait tellement de progrès scientifiques qu'il faut maintenant se concentrer sur l'offre de soins et la mise en œuvre de ces magnifiques découvertes. Ça doit passer par quoi, Pierre-Jean Touboul, cette amélioration de l'offre de soins finalement? Ben, il y a deux niveaux. Hein. Il y a l'offre publique Oui, bien pour sûr. les hôpitaux, et puis il y a l'offre pour la pratique privée des examens qui vont permettre effectivement d'aller pêcher dans l'ensemble de la population tous ceux qui sont à risque de Mhm. faire cela
Et c'est un projet à long terme, bien sûr, c'est désamorcé. On va continuer, bien sûr, à suivre les patients qui ont des pathologies graves qui surviennent. Bien sûr. Ça, on peut pas revenir en arrière, et surtout, il faut le faire, bien sûr. Mais il faut donner un poids supérieur à la détection et à la prévention de ces examens. Et pour le public, ben, c'est c'est un problème d'organisation, de financement, de recrutement des personnes qu'il faut. Et je pense pour la pratique médicale, Oui. c'est tout simplement le remboursement des actes, de ces actes qui vont permettre cette prévention et la mise en route de ces systèmes-là. Parce que je pense que aller voir les sociétés de cardiologie et leur dire voilà, maintenant quand vous faites vos réunions, bah, il faut essayer d'avoir au moins dans l'année une fois une réunion portant sur ce thème de façon à sensibiliser les médecins. Je pense que c'est capital. Et qu'en fait, on ait collectivement le même rapport à cette maladie-là que la prévention d'un cancer avec des diagnostics qui sont faits de temps en temps, quoi, Mais finalement. complètement, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on traite ça en plus, on traite la prévention de la perte d'autonomie. Oui. Hein, donc tout ça, ça va avec. Je veux dire, c'est à deux niveaux. C'est la double peine, hein, je veux dire, l'accident vasculaire cérébral, parce que c'est une peine physique, un handicap physique, et c'est une peine aussi d'avoir à demander à un certain nombre de personnes autour de soi de prendre soin de vous et de vous aider dans des choses que vous ne pouvez plus faire. Vous me disiez aussi, juste avant d'entrer en studio, que ça avait un coût économique qui était assez colossal à l'échelle de toute la France, plus de 10 milliards Plus de 10 d'euros milliards Ouais. par an, oui, absolument. pour la prise en charge des malades. Des infarctus du myocarde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est très, très important quand on fait cela, c'est que cette artère carotide dont on va mesurer l'épaisseur, Oui. c'est une sentinelle. D'accord. C'est-à-dire qu'elle dit tout sur l'ensemble de l'état du réseau vasculaire. Donc elle dit aussi attention au coronaire et à l'infarctus. L'infarctus arrive 10 ans avant, Ouais. en moyenne 15 ans avant. Oui, il y a un lien entre les deux. Et c'est par là que ça commence la maladie. Elle sait à s'exprimer. Il y a un lien entre les deux. Je parlais de progrès scientifique. En 20 ans, la mortalité, elle a quand même diminué de moitié. On est passé d'un patient sur deux qui mourait il y a une vingtaine d'années à un patient sur quatre aujourd'hui. C'est quoi les innovations médicales, les techniques qui ont vraiment changé la donne pour améliorer le traitement des AVC, Pierre-Jean Touboul? Oh ben, principalement, déjà, prendre en charge rapidement, c'est très important. Oui. Alors qu'avant, la prise en charge n'était pas rapide. Ils étaient mis dans des services de médecine où finalement, on faisait rien. Peut-être on leur donnait un petit peu d'aspirine, mais c'était tout, quoi. D'accord. La thrombolyse. Oui. La thrombolyse Oui, ça qui a revient révolutionné- assez régulièrement. Ouais. Voilà, qui a révolutionné la prise en charge de l'accident à la phase aiguë, mais il faut savoir qu'au bout d'un certain nombre d'heures aussi, ça ne marche plus. Même il y a un danger même D'accord. à le faire parce qu'il y a des risques hémorragiques. C'est quoi la thrombolyse? Ben, la thrombolyse, c'est tout simplement la dissolution du thrombus, Oui. thrombolyse, la dissolution du thrombus par des produits anticoagulants, quoi, hein, et thrombolytiques, qui permet de rétablir la perméabilité de l'artère au niveau cérébral. Et donc la récupération, là, c'est magique. Hein, c'est-à-dire qu'on voit vraiment des gens arriver avec des déficits constitués depuis 1 heure. Ouais, et assez aggravé. Et avec la thrombolyse, ils reviennent. Ils sont normaux en un quart d'heure. Alors, vu qu'on parle de prise en charge, un mot quand même sur l'AVC en tant que tel, hein, pour qu'on comprenne bien le sujet. Il y en a deux grands types. L'AVC ischémique, c'est le plus fréquent. Ça arrive quand il y a un bouchon qui se forme dans une artère du cerveau. Et l'AVC hémorragique, ça c'est quand une artère se rompt dans le cerveau et ça entraîne ensuite une hémorragie. Voilà. C'est capital de faire la distinction entre les deux parce que ça va appeler des réponses et des traitements qui ne sont pas du tout les mêmes entre les deux. C'est bien ça? Absolument, absolument. Alors d'une part, c'est très facile de faire la différence, tant au plan clinique qu'avec une IRM. On voit tout de suite D'accord. si c'est hémorragie ou si c'est ischémie. Et le ratio, c'est quand même en gros 80-20 ou 85-15. Oui, 80 pour l'ischémique et 20% pour l'hémorragique. Exactement, Ouais. exactement. Et donc ça, c'est évidemment important parce que les traitements ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Il ne faut pas injecter de thrombolytique à des gens qui font une hémorragie. Et le pronostic est moins bon en général pour les hémorragies. C'est beaucoup plus grave. On parlait de prévention tout à l'heure. Il y a certains facteurs de risque, hein, sur lesquels on Oui. ne peut pas faire grand-chose. Donc l'âge surtout et puis aussi l'hérédité. Mais il y en a plein d'autres de facteurs. Donc l'hypertension, l'obésité, le tabagisme, Oui. le cholestérol. Je ne vais pas tout citer parce que la liste elle est quand même assez longue. Oui. Sur tous ces points-là, pour le coup, on peut agir en fait directement Absolument. pour diminuer le risque. Absolument. Comme vous venez de
souligner, effectivement, autant l'âge, le sexe, la génétique sont des facteurs non modifiables. Oui. En revanche, l'hypertension artérielle, le cholestérol, le surpoids, l'obésité, le diabète, le stress, Oui. et le stress de plus en plus, il faut y penser. Tout le problème du stress, c'est que tout le monde en parle, tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne sait le quantifier. Et notamment chez les femmes, je lisais qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup moins d'AVC. Tout à Et fait. plus les femmes travaillent, Oui. plus du coup le stress se répand et le risque d'AVC il augmente en quelque Voilà, elle sorte. ressemble à l'homme dans son risque, alors qu'avant, Ouais. elle était à bas risque. Ouais, ouais. Hein. Donc en fait, ça veut dire que d'un point de vue purement médical, la part d'AVC évitable, elle est colossale. Énorme. Elle est absolument énorme. Alors, Ouais. on n'évitera rien. Je veux dire, si un jour on vit jusqu'à, et ça arrivera, 120 ou 130 ans, ben on fera l'AVC à 100 au lieu de le faire à 65. Ouais, ouais, Donc, ouais. on aura gagné quand même 40 ans ou 50 ans d'autonomie. Donc, le but, c'est ça. C'est le plus tard possible, voire pas. Ouais, ouais. Et ces facteurs, comment dire, on les retrouve aussi évidemment en Guyane. Les plus importants, je lisais, c'est l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. C'est vraiment ces Moi, trois-là je qu'on mettrais retrouve le le plus. cholestérol. Et le Le cholestérol aussi. cholestérol en troisième. Oui, Il ne faut pas oublier le tabac. bien sûr. Le tabac, c'est vraiment un facteur assez fort. Alors là, qu'on soit bien d'accord, on parle des accidents liés à l'athérosclérose. Pourquoi? Parce que dans l'AVC, il y a pas mal de causes d'AVC. D'accord. Là, nous ne parlons que de la prévention des accidents liés à l'athérosclérose, c'est-à-dire à la maladie qui bouche les artères. D'accord. Mais les AVC peuvent être dus à des embolies d'origine cardiaque. Oui. Ça peut être un caillot qui vient du cœur aussi. Et à ce moment-là, ce n'est pas la maladie de l'artère, c'est la maladie de l'oreillette ou du Oui, cœur. oui. Dans ces cas-là, ce sont d'autres traitements selon les étiologies. Et en revanche, pour ce qui concerne l'infarctus du myocarde, dans tous les cas, c'est l'athérosclérose. Donc, En tout cas, c'est une maladie qui est en lien finalement avec notre époque et notre environnement. Je lisais qu'au niveau mondial, le nombre de cas il s'était stabilisé chez les plus de 70 ans. Par contre, il avait augmenté chez des personnes plus jeunes. plus jeunes. Ça prouve bien au final qu'il y a un lien avec notre manière de vivre. mais carrément. Mais carrément, il y a les facteurs d'environnement et les facteurs génétiques. Effectivement, les deux jouent un rôle important. Pierre-Jean Touboul, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle neurologue, professeur de neurologie vasculaire et donc vous êtes en Guyane, je le disais, à l'invitation du service de prévention et de santé au travail en Guyane. Merci encore. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel. Bienvenue chez MPS, votre spécialiste des pièces auto toutes marques